Alors, prenons un exemple spécifique, l'exemple d'un investisseur très connu d'ailleurs, George Soros. Dans les années 90, il croyait que le livre anglais était surévalué. Alors, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris un grand prêt dans une banque anglaise de livres, et il a commencé à vendre ce livre-là pour le convertir en dollars américains. Et avec cette conversion, il a fait chuter le prix des livres, et il y a d'autres mondes qui ont regardé cette chute des livres et ils ont dit oh, maintenant il faut peut-être sortir de ce marché-là. Alors ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a fait un entraînement, un effet boule de neige si vous voulez. Il a fait entraîner une chute du marché, et ensuite quand le marché a chuté assez selon son goût, il est rentré dans le marché, il a converti tous les dollars qu'il avait maintenant dans sa main en livres anglais, remis les livres anglais qu'il avait fait l'emprunt dans les banques anglaises, et il a fait un gain énorme. Alors cet exemple-là illustre justement le fait qu'il y a, on peut avoir, ils sont un petit peu extrêmes évidemment, mais ça illustre qu'on peut avoir des prises de décision de champs qui peuvent influer les marchés et qui fait changer les prix des marchés, et le changement des prix du marché influe aussi les prises de décision des autres champs. Alors il y a cette boucle-là de feedback qui est très intéressant, qui se trouve, j'en suis sûr que c'est une chose qui arrive quotidiennement dans les marchés, évidemment sur une autre échelle. Même aujourd'hui où il y a une grande partie des trading qui se fait à travers les ordinateurs, ces programmes des ordinateurs sont écrits par des gens qui ont fait certaines prises de décision pour soit acheter ou vendre des actifs. Alors, j'ai fait des expériences ici, dans les LIP, dans le laboratoire CES, le laboratoire expérimental de Paris 1, où on a fait venir des étudiants pour faire du trading sur le marché, justement pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a quels sont les facteurs pour que, au niveau collectif, qu'ils font un prise des risques qui est excessif. Et on a vu des choses très intéressantes en fait, parce que les questions à savoir que même si on connaît les profils des risques individuels, qu'est-ce qui va se passer au niveau agrégé du groupe. Alors est-ce qu'on peut prédire que si on met ensemble, c'était un petit peu l'idée au départ, en fait, si vous voulez, avec ces expériences, qu'on regardait le fait de prendre ensemble des champs avec des profils de risques différents. Est-ce qu'il y a une manière typique au niveau du marché, quand on crée les prix avec les prises de décision de ces champs-là, est-ce qu'il y a une manière de comprendre les marchés, les formations de prix sur ce marché au départ de leur profil de risque. Et une des choses qui était assez surprenante, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à cela, c'est que dans 2 cas, on avait fait 4 expériences avec uniquement des femmes. Dans 2 des 4 cas, il créait des formations de prix qui étaient excessifs, dans le sens que le prix, il créait des bulles spéculatives, si vous voulez, dans lesquelles les prix s'éloignaient loin des prix fondamentaux. Mais c'était l'idée de prendre des groupes uniquement avec des femmes, uniquement avec des hommes, et c'était simplement essayer d'avoir des prises de décision où il y avait des profils de risques qu'on connaissait très bien en avance, qui étaient différents. Et j'avoue aussi que l'idée, ce serait essayer de regarder, comprendre au niveau agrégé des formations des prix, comment ils seraient différents selon même au niveau leur niveau de risque. Et par exemple, s'il y avait des groupes des femmes qui étaient extrêmement risque averses par rapport à d'autres groupes de femmes qui étaient un petit peu plus que
d'accord en prenant des risques? Est-ce qu'il y aura des différences au niveau de la formation des prix, ce qu'on voit dans les expériences? Mais à ma grande surprise, en fait, ce qu'il y avait, qu'on a vu, il y avait la tendance que 2 sur 4 groupes des femmes créaient des formations de prix excessifs, pendant qu'il y avait juste une groupe des hommes qui créaient des prix qui étaient excessifs. Alors, ce n'était pas tout à fait ce que je m'attendais. Ce qui était encore plus intéressant, en fait, c'est que la manière dans laquelle les groupes des femmes créaient ces bulles spéculatives, parce qu'ils faisaient cela d'une manière dans laquelle, individuellement, ils ne prenaient pas beaucoup de risques. En fait, 3 sur les 4 expériences des femmes avaient, dans le marché financier, dans l'expérience qu'on a fait sur le marché, ils avaient pris moins de risques que le plus faible preneur de risques dans le groupe des hommes. Alors, ça veut dire que les femmes, ils ont réussi d'une manière un petit peu plus subtile peut-être de créer des prix collectifs qui étaient excessifs sans eux-mêmes prendre beaucoup de risques. C'était vraiment une chose très surprenante pour moi. Ça sortit pas à travers mes modèles. En fait, j'ai regardé mes modèles après. Quand j'ai vu ce qui se passait sur le marché, j'ai pu comprendre justement dans mes modèles qu'en fait, c'est vrai, le facteur des risques individuels, c'est pas les choses le plus important pour comprendre au niveau accroché ce qui se passe sur les formations des prix. C'est plutôt une question de synchronisation justement qui est tout à fait un autre effet qui peut entraîner le marché vers des choses un peu extrêmes. Alors ça veut dire qu'il y a, je dirais même juste le fait que j'ai fait l'expérience qui fait sortir une question. Si on pose de bonnes questions, on aurait des réponses de temps en temps un petit peu surprenantes.